J'ai lu que la rémunération horaire pour un avocat établi à Genève était d'au moins 100 francs supérieur à ce qui se pratique à Lausanne. Oui, chez nous, c'est 350 balles de l'heure. Pourquoi cette différence? C'est la différence entre les avocats des villes et les avocats des champs. Bonsoir, si je vous dis beau parleur, il y a fort à parier que les images qui vous viennent à l'esprit sont plutôt négatives. Vous allez me dire que le beau parleur est baratineur, bonimenteur, dragueur, etc. Il s'agit pourtant de celui ou celle qui simplement aime faire des belles phrases. Vous en connaissez certainement un ou une dans votre entourage. Vous savez, ces personnes qui jonglent avec les mots ont de la répartie et souvent monopolisent la conversation. Il ou elle force l'admiration ou agace profondément, c'est selon. Il faut dire qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais, la parole semble être un véritable atout à condition d'en maîtriser les codes. Car nos mots ne servent pas seulement à être compris des autres, ils servent aussi à les toucher, juste là où il faut, au bon moment et au bon endroit. Bienvenue dans la tête d'un beau parleur. Voici un représentant des couleurs suisses dans ce choc. J'ai 14 ans. Je dois faire mon premier match d'improvisation. J'ai été inscrit au dernier moment. Et j'ai ce mélange à la fois de trac et d'excitation. Ce trac tellement bon. Quand on se dit j'ai peur mais j'ai tellement envie d'y aller. Puis le match d'impro commence. Et puis à un moment, il y a le coaching, on te dit Karim, c'est à toi. Oh, j'ai déjà quelques idées. Puis ça commence. Puis je parle pas à ce moment-là, je fais un robot. C'est ma première impro. Je fais un robot. Et les premiers rires débarquent. Et après, c'est parti. Un petit festival de ce que je savais faire physiquement. Chaque fois, ça percute. Et les rires, on arrête l'impro, ça passe tellement vite. Puis après, le public vote. Si j'étais rouge, tout a été voté en rouge. Ben forcément, je suis extrêmement fier. Et là, j'ai goûté à cette drogue de faire vibrer un public qui lui aussi m'a fait vibrer. Et je pense que c'est là que je me dis, je dois le continuer. Ce que j'ai fait. Donald Trump et Kim Jong-un affichent sourire et optimisme. Greta Thunberg, bonjour. On vous présente parfois comme une pasteur luthérienne un peu austère. Au contraire, quand on vous voit en vrai, vous êtes assez joyeuse. Par l'humour, on reçoit une quittance extraordinaire qui est le rire. Ça, je pense que n'importe quel humoriste vous dira que les premiers rires qu'on génère, c'est un pic d'adrénaline, c'est un shoot qu'on a envie de reproduire en fait tout le temps. Mon père, il supporte l'équipe suisse de football. Bon, il n'est pas encore au courant qu'il n'est pas qualifié, mais il la supporte. Il est là, il fait comme ça. Allez, 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 allez. Ça, mon père. On a la fraction de seconde avant de dire nos mots. On se dit, là j'ai un punch et ça tape. Monsieur l'arbitre, il y a faute ou bien ou quoi alors? Comme ça, mon père. Puis ça, c'est pouf. C'est tellement bon. 30 ans après sa première expérience de la scène, il joue au sein de la troupe Karlskrona Gassenschau. C'est la même quête qui semble l'animer, cette espèce de temps suspendu quand les gestes soutiennent le propos, quand les mots résonnent auprès du public, des mots qu'il a toutefois mis du temps à apprivoiser. Vous vous ennuyez? Ah, vous auriez voulu être utile. Le rapport aux mots que j'ai, il est pas très académique, je crois. Je viens pas d'une famille qui m'a donné le goût du verbe, avec un papa qui était tunisien, avec un vocabulaire parfois aléatoire, et une mère suisse-allemande aussi, avec le même vocabulaire aléatoire. C'est pas forcément mon phrasé qui est le plus pertinent peut-être. Donc parfois même un rapport complexé par rapport à la richesse de mon vocabulaire. À l'école, les mots parfois l'handicapent, surtout quand il s'agit de les écrire. Et même si à la maison les paroles souvent fusent, en classe, il n'est ni le plus costaud, ni non plus le plus fort en gueule.
Je pense pas que j'ai été extraverti par principe. Je pense même que j'étais plutôt un enfant timide. Mais c'est qu'au moment où je me suis rendu compte que la parole faisait du bien, qu'elle faisait du bien aux gens, mais elle me faisait aussi du bien que j'en ai usé. Mais plus que la parole, des fois, j'ai envie de dire le contact. Rico Weber, toi et ta foutue liberté. C'est toi qui me fais la morale. Tu sais même pas ce que j'ai vécu. J'entends encore. Cette parole ainsi libérée permet à Karim de gagner en assurance et d'assumer le choix de devenir comédien, lui qu'on imaginait ingénieur. Bien conscient du pouvoir des mots, il dit toutefois en faire usage à bon escient, à la scène comme à la ville. J'ai découvert que les mots étaient extrêmement intéressants quand ils étaient bienveillants. Je pratique pas la vacherie. D'ailleurs, j'ai pas un humour satirique ou d'humour noir. Je suis assez premier degré dans ma pratique du spectacle. Mais en revanche, dans ma vie, en général, j'aime utiliser les mots pour transmettre mon admiration, pour faire des compliments, pour m'extasier aussi. Et je pense que dans la bienveillance, j'utilise un vocabulaire peut-être plus riche que dans la négation. Louis de Saussure, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de linguistique à l'université de Neuchâtel. Alors les mots, vous les maîtrisez et vous les aimez aussi. On vient de voir le portrait de Karim Slama, un père tunisien, une maman suisse-allemande, un brassage de langues à la maison qui aurait pu être un handicap pour lui. Eh bien non, il a su trouver le moyen de monter sur scène et en plus de faire rire son public. Vous en pensez quoi ? Il y a plusieurs éléments. D'abord, le premier, c'est qu'on n'apprend pas sa langue maternelle uniquement avec ses parents. On sait bien que, par exemple, les enfants d'immigrés ne reproduisent pas l'accent de leurs parents. Le milieu scolaire, la télé, enfin tout ce que vous voulez, va jouer un rôle. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'évidemment, Karim Slama, il a une autre capacité remarquable, qui n'est pas une capacité de langage, mais qui est une capacité de communication. C'est-à-dire cette aptitude de se projeter dans la tête d'autrui et d'anticiper ses réactions, donc de se dire, ben voilà, si j'utilise telle forme, ça va susciter tel effet dans mon auditoire, et de jouer avec ça. Ça, c'est une capacité communicative. Alors, capacité communicative, capacité langagière, c'est pas la même chose, si je comprends bien. Exactement. Au fond, la capacité communicative, c'est une capacité d'utiliser certains instruments, comme le langage, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être des gestes, ça peut être du regard, afin de rendre évident à quelqu'un d'autre une forme d'information. Et alors, la fonction du langage, ça sert à quoi finalement de parler ? Il y a plusieurs fonctions, donc il y a cette première fonction probablement qui est de représenter de l'information, mais il y a une autre fonction aussi qui est importante, qui est celle de manifester nos états émotionnels, notre vie affective, de partager nos sentiments, si vous voulez. Donc, quand on fait une déclaration d'amour, on va y mettre une tonalité particulière, utiliser certains mots qui vont résonner, qui vont au fond donner plus que de l'information brute, mais aussi partager un sentiment avec autrui. Chez le jeune enfant, le développement du langage oral peut s'apparenter à une lente et complexe conquête qui conjugue développement cérébral, cognitif, social et bien sûr émotionnel. Du babil rudimentaire des premiers mois à la construction de phrases complexes, pas moins d'une dizaine d'étapes ponctuent cette évolution. Si à 3 ans, 1000 mots constituent le vocabulaire d'un bambin, il en acquiert environ 500 par an jusqu'à l'âge de 6 ans. Oh, l'eau est trop courte. Il faut la changer de l'eau. Un petit peu. Demanda le cheval. Alors, c'est à peu de choses près l'âge de ces enfants à qui nous avons proposé une petite séquence de jeu animée par Sylvie Richard, chercheuse en psychologie du développement. C'est que vous allez jouer. Et je vous ai amené tout ça. J'ai pris tout ça de chez moi. Je peux vous dire que c'était lourd, hein. Alors, à l'intérieur, il y a plein d'accessoires que vous allez découvrir. Donc maintenant, vous allez essayer de jouer ensemble. Tout jeune, les enfants observent énormément ce qui se passe dans leur environnement.
On leur parle aussi. Très jeune, le langage est déjà très présent dans les interactions avec les parents et le jeune enfant. On leur explique également. L'enfant va pouvoir réinvestir l'ensemble de ces éléments-là au travers une activité qu'il apprécie tout particulièrement dans cette tranche d'âge-là. C'est typiquement les jeux, et notamment ces fameux jeux de faire semblant, où il va pouvoir remettre en œuvre, réinvestir ce qu'il a observé, ce qu'il a imité, justement ces situations qui sont différentes, il va pouvoir les expérimenter, les éprouver pour mieux les comprendre. Puis nous, ça va nous donner des indications sur ce qu'il comprend du monde, des relations et de ce qui se trouve être en cours d'appropriation aussi par rapport à ça. Moi, je pourrais juste espionner les méchants pour voir ce qu'ils font, pour écouter leur plan et après venir et dire à tout le monde le plan. Vous êtes prêts? Ces jeux, qui à première vue font surtout travailler l'imagination, permettent de développer des habiletés particulières du langage que sont les compétences pragmatiques, c'est-à-dire savoir utiliser et adapter efficacement son langage en contexte social. Tu peux lui donner une potion de gentillesse? Peut-être. Dans le langage, il y a l'aspect, certes, production langagière, l'expression orale, mais il y a toute la dimension aussi relative à la compréhension de l'autre, de ce que peut penser l'autre, de ce qui est énoncé également par l'autre. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est centrale et qui participe à ces échanges qu'on peut avoir avec un père ou avec l'adulte. Je dois me mettre sur le dos de dragon et puis qu'est-ce que je dois faire? On va mettre de la potion magique sur les cheveux. Pour qu'elle va plus le vertige. Comme ça, j'aurai plus le vertige. Je pense pas que ça existe. Toi, tu penses pas que c'est... Et là aussi, le rôle de l'entourage est primordial à la maison comme à l'école. Car l'oralité, c'est comme un sport, ça demande de l'entraînement. Non, je juste voulais essayer de voir des étoiles filantes, mais pour avoir des pouvoirs magiques, sauf que ça n'a jamais essayé, ça n'a jamais marché, donc non. Alors, dans la réalité, mais est-ce que dans l'imaginaire, c'est possible? Ouais, largement. Les questions qu'on pose à l'enfant, à force de les poser, c'est d'où là l'intérêt d'avoir une richesse de questions en tant qu'adulte, c'est que au fur et à mesure qu'il les entend, progressivement, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se les approprier, ces questions. Et ensuite, il va se les poser à lui-même. Et là aussi, c'est intéressant parce que ça va devenir un outil pour penser. Tiens, là, je sens que j'ai envie d'utiliser les points, mais la maîtresse, elle dit toujours, il faut trouver une solution. Ça devient un outil pour penser. Les mots, en quelque sorte, pour débattre plutôt que se battre. Et pourtant, une fois passé le cycle élémentaire, l'oralité semble être le parent pauvre des programmes scolaires qui lui préfèrent la lecture et l'écriture, contrairement aux pays anglo-saxons qui familiarisent très tôt les enfants à la prise de parole en public. Dino Vazovic en a souffert autrefois, car visiblement le français ne l'aimait pas. S'il est aujourd'hui assistant à la faculté de droit de l'Université de Genève, où il travaille sur sa thèse entre lecture et écriture, c'est d'autre part que vient son attachement aux mots. Originaire d'un pays oral, profondément oral, c'est-à-dire la Bosnie, c'est un endroit où les histoires orales à proprement parler sont fondamentales. Et j'ai grandi dans une maison où petit, c'était le pendant la guerre, et donc il y avait énormément de monde qui arrêtait jamais d'entrer et de sortir, et chacun racontait ses histoires. Et voilà le lien que j'ai qui m'a amené jusqu'à l'Université de Genève en droit. C'est à ce moment-là que vraiment ma passion pour l'art oratoire s'est révélée. Cette fiente d'oiseau qui m'est tombée dessus, je dois vous dire que je m'en souviens encore. Et j'espère que je ne l'oublierai jamais. Je vous invite, d'ailleurs, à vous faire déféquer dessus aussi. C'est dans cet exercice qu'il se révèle. En 2018, il parvient à la 2e place de la finale du concours roman d'éloquence, véritable vitrine du Club Genevois de débat. Un club qu'il a fondé en 2012 avec d'autres étudiants en droit. Parce que c'est ça que, pour ma part, j'ai pu vivre et expérimenter. On a plusieurs formats de débat. Aujourd'hui, on va vous proposer un format de débat, le plus classique, le plus connu, celui qu'on fait la plupart du temps. Ce jour-là, à Unimail à Genève, on recrute de nouveaux adhérents. Des étudiants et étudiantes de tout horizon, animés par l'envie de débattre et de s'affirmer dans la prise de position. Pour certains, c'est la première fois.
les participants vont s'habiller d'un rôle. Mais pour pouvoir faire face à l'épreuve, il faut réussir à sortir de soi, à accepter sa vulnérabilité. Et tous, lorsqu'on commence, ne sommes pas capables de réussir à être à la hauteur de l'épreuve. Alors au départ, on joue, on fait pour de faux. Et en faisant pour de faux, on joue à quelqu'un qu'on n'est pas encore. Le débat aujourd'hui, pourquoi sommes-nous pour le pass sanitaire? On pense que ça reste la solution la plus viable. Sur quelles données vous basez que les autres n'auraient pas en fait? Et pourquoi est-ce que ailleurs ça fonctionne sans? Bien sûr, donc maintenant, c'est vrai qu'il y a des pays qui l'enlèvent. Maintenant, on ne sait pas les effets que ça aura d'enlever ce pass sanitaire, je pense, dans 1 an, 2 ans. Et le fond et l'objectif, en tout cas pour ma part, est toujours le même. C'est réussir à créer un lien avec l'individu, avec le groupe, avec l'entité à laquelle je m'adresse, pour réussir ensuite à échanger quelque chose ensemble. Toutes les décisions ont été fondées sur une espèce d'état d'urgence qui dure maintenant depuis environ 1 an et demi, 2 ans. Donc il faudrait réussir à déterminer à quel moment ce n'est plus une urgence, à quel moment ça devient du droit commun. Une personne, quand elle va venir, on sait qu'elle vient avec ses insécurités. Et du coup, quand elle va parler, nous, spectateurs, on va prendre conscience de ça et on va respecter ça. Et on va prendre l'attitude la plus bienveillante possible. Une question du camp adverse. D'abord, il faut être curieux et profondément créatif. Donc c'est là qu'il va falloir vous intéresser à tout. Ensuite, il va falloir réussir à mêler cette créativité et cette curiosité au monde dans lequel vous vivez. À qui vous adressez-vous pour réussir à moduler votre pensée? Ensuite, il va falloir mettre de la chair à ces propos. Et cette chair-là, c'est la beauté des mots, c'est la poésie. Et pour finir, l'action, la pratique. Et cette 5e que personne ne cite, c'est la mémoire, qui aujourd'hui disparaît petit à petit au profit de nos téléphones portables, au profit des ordinateurs qu'on peut utiliser. Celle-là même de mémoire est profondément nécessaire pour un orateur. Quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Allez, on va faire un pour-contre. Allez, Franck, si t'as pas d'argument, tu rentres. La parole pour conquérir le monde, qu'importe qui on est et d'où on vient. C'est le cheval de bataille de Bertrand Perrier, avocat français, un as de l'art oratoire. On va y arriver. Je te jure qu'on va y arriver. Il s'est donné pour mission de préparer des étudiantes et des étudiants au concours Eloquentia, qui désigne le meilleur orateur du département de la Seine-Saint-Denis. À travers ça, c'est à affronter la vie qu'il les prépare aussi. Il y a toute une dimension linguistique, discursive, argumentative dans notre vie de tous les jours. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées par ce biais-là et que, disons, il y a vraiment un travail à faire au niveau de l'acquisition et de l'enseignement pour faire comprendre l'importance de cette dimension-là. Nos relations interpersonnelles, mais pas seulement familiales ou intimes, mais aussi nos relations professionnelles sont gérées au travers des mots. Donc ça vaut la peine d'avoir une certaine conscience par rapport à ces mécanismes. C'est une réalité, la rhétorique est partout. Car existe-t-il plus puissant art que celui de convaincre? Pour Allah, l'actuelle présidente du club genevois de débat, c'est aujourd'hui plus que jamais une nécessité. Elle est l'une des ambassadrices de Genève Débat, qui depuis 2018 invite des élèves du post-obligatoire, toutes filières confondues, à parler en classe à voix haute. Commence à accélérer. Ah, quoique... Si je vous disais que cette balle représente la parole, quelles peuvent être vos remarques? Oui. Que le regard, c'est hyper important quand on parle parce que ça permet de savoir à qui on parle. Et puis, c'est assez important quand même. Oui, tout à fait. La parole, elle s'accélère, ou elle se ralentit, ou des fois elle est perdue, comme on a fait tomber la balle. Il y a des interactions entre les gens. Quand on lance, il y a une réponse. Et ça peut repartir dans plusieurs axes différents. Je pense que vous avez tout dit et vous avez donné en quelque sorte les critères ou les caractéristiques d'un bon débat. Un débat qui se passe bien, c'est un débat où on s'écoute, où on partage, où on échange et où la parole, entre guillemets, se distribue d'une bonne manière.
Dans le débat, il va y avoir beaucoup de dimensions qui vont entrer en compte. Il n'y a pas effectivement que la dimension argumentative ou des mots, il y a aussi la dynamique de l'échange. Il y a la dimension corporelle qui prend une grande place et qui est de plus en plus étudiée aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que les mots n'épuisent pas l'argumentation. L'argumentation transite par l'ensemble des moyens de communication qu'on a à disposition. Donc effectivement, le débat, c'est une activité relativement riche qui mobilise des mots, des tournures, des arguments, mais aussi toute une série d'éléments qui sont paralinguistiques et qui accompagnent la transmission du message. Est-ce qu'il y aurait des volontaires pour... La prise de parole en public, c'est une exposition de soi qui suppose d'être à l'aise avec son corps et ses émotions. C'est aussi un révélateur de qui on est. Vous êtes prêts? Alors bonjour, je m'appelle Zoé Zeborghini et aujourd'hui, moi et mon collègue ici présent, on va essayer de répondre à la question « Faut-il pouvoir rire de tout ?» C'est vrai que de plus en plus d'œuvres artistiques, notamment de comédie, sont étriquées, jugées, emprisonnées, condamnées à la bienséance. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on a la possibilité de rire de tout? J'aimerais quand même préciser qu'à certains moments, dans un cercle restreint, on peut avoir plusieurs positions différentes. Tout jeune, quand on a peu d'inhibition, la parole est naturelle. À l'adolescence, quand la timidité s'invite, on peut l'entraîner, afin qu'à l'âge adulte, où l'on redoute le regard des autres et leur jugement, la parole puisse être libérée et devenir un atout, voire une force redoutable. Ça peut facilement tourner à la moquerie, voire une incitation à la haine, et qui peut être très irrespectueuse. Quand on voit un élève qui parle pas forcément, qui est un peu recroquevillé sur lui-même, et dès qu'on lui donne la parole, dès qu'il est devant les élèves, devant ses camarades, eh ben, il se dévoile complètement. Et on le découvre. Et même les profs sont étonnés de se dire mais comment ça se fait qui es-tu en fait? Je te connaissais pas comme ça. Et c'est vraiment des moments très précieux. Moi, j'aime beaucoup ces moments-là. Si on rit, ça a à voir avec nous et seulement avec nous. Comment l'autre le reçoit, est-ce que en réalité, c'est important? C'est un peu égocentrique, ça, quand même. Ouais, mais je suis égoïste, non, monsieur. Louis de Saussure, le langage, si on le maîtrise mal, ça peut se révéler être très discriminant. Je pense par exemple à un entretien d'embauche. Vous en pensez quoi? Je pense qu'en général, on ne maîtrise pas mal le langage. Premier point important, on parle sa propre langue, sa propre variété, évidemment, qui va trahir notre origine sociale, notre milieu social, notre origine géographique. On va avoir un accent, on va avoir des tournures, et on va avoir peut-être le sentiment de mal maîtriser les codes qui sont attendus de nous. C'est-à-dire que si vous avez conscience ou l'impression de ne pas maîtriser les codes, fatalement, ça va vous intimider. Et si vous êtes intimidé, vous allez faire des pataquès, vous allez vous embrouiller, vous allez faire encore pire, au fond. Hein. Et ça va être le plus discriminant, bien évidemment, puisqu'on aura l'impression que vous ne savez pas communiquer, vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes une personnalité. Inadéquat dans ce groupe, en fait. Effectivement. Donc, il vaut beaucoup mieux, en fait, parler sa propre variété, sans aucune pudeur et de manière très affirmée, plutôt que d'être complètement intimidé, de se prendre les pieds dans le tapis. A contrario, si on maîtrise l'oralité, ça peut être un véritable atout, ça peut être un outil d'ascension sociale, d'émancipation. C'est à partir du moment où non seulement vous maîtrisez les codes, mais vous en êtes véritablement au fond, le possesseur, en quelque sorte. Hein. C'est vous qui allez pouvoir imposer votre rythme à autrui dans un certain milieu. Donc forcément, ça va jouer sur l'ascension sociale. Ça joue probablement plus dans d'autres sociétés que dans la nôtre. Ça joue probablement plus en France, par exemple, où il y a une grande tradition de normativisme sur le langage. Mais justement, ça joue bien sûr aussi. Vous parlez de la France, mais je pense également aux États-Unis, aux pays anglo-saxons, en Angleterre. J'ai l'impression que les jeunes sont plus sensibilisés à l'oralité, à tenir un discours, et que chez nous, on n'est pas très bon pour ça. Vous en pensez quoi? Je pense que ce n'est pas tout à fait juste. Je pense en revanche qu'il faudrait, dans le milieu scolaire, mettre l'accent sur une formation à l'argumentation et au débat. Surtout dans le contexte, disons, de la vie discursive, entre guillemets, de notre démocratie actuellement. Qu'est-ce que vous entendez par vie discursive? C'est-à-dire qu'on entend énormément de choses à travers toutes sortes de canaux qui ne sont pas filtrés.
Et disons qu'il y a d'autant plus de raisons de tomber dans des pièges d'argumentation fallacieuse aujourd'hui peut-être qu'il y a quelques années où il n'y avait pas cette diffusion massive d'informations par les canaux Internet. Et aujourd'hui, je pense que c'est très important de former davantage les jeunes dès l'école primaire à une sensibilisation à ça, de les faire débattre entre eux. Ces joutes verbales, ces débats d'idées, au-delà de développer l'oralité, permettent aussi d'aiguiser son esprit critique, sa capacité à se positionner face à un enjeu de société ou encore son aptitude à faire passer ses idées. Et si l'éducation peut nous aider à acquérir ces compétences, hélas, nous ne sommes pas tous égaux devant l'éloquence. Certains ou certaines d'entre nous semblent avoir ça dans le sang, comme une sorte de don de la nature leur permettant de manier le verbe avec aisance, s'adaptant sans cesse aux circonstances et au public auquel ils s'adressent. Nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux que les Genevois et Genevoises connaissent tout particulièrement. À quelques instants du direct, on retrouve Jérémy Sédou, 26 ans, rédacteur en chef adjoint de la télévision privée genevoise L'Aimant Bleu. Magnifique. Cela fait depuis 2014 qu'il y officie. À 19 ans seulement, avec une bonne dose de culot, il y a imposé sa présence. Bonsoir et bienvenue, nous sommes le mardi 14 septembre. Une vocation précoce qui puise ses racines bien plus tôt encore. 120 personnes. À l'école primaire, quand il s'agissait de présenter des spectacles de fin d'année, des concerts de chorale, etc., c'est toujours moi qui spontanément me proposais pour faire la présentation. J'ai toujours aimé présenter les choses et toujours aimé montrer, voilà, être le monsieur loyal en quelque sorte. J'ai toujours aimé ça, depuis le début. Donc bon, voilà. Salut à tous, merci d'être avec nous. C'est la première de Stal Télévision en direct et en public de l'Ola. Pas étonnant qu'il ait créé avec une bande de copains une télé dans son collège. Stal Télévision, c'était son nom. De quoi y révéler quelques-uns de ses talents. Il y a deux hypothèses. Un, c'est tout un style, on change de En cravate. parallèle, il se frotte aussi au monde politique, au Parlement des jeunes, puis à peine majeur en tant qu'élu au conseil municipal de sa commune. Il faut dire qu'en la matière, il a plutôt été à bonne école. Mon père a fait de la politique, il en fait toujours, et j'avais beaucoup de plaisir à l'accompagner. On était quand même dans des événements où j'avais 10 ans, 12 ans, avec des conseillers d'État, avec des gens très illustres de la République. J'avais déjà un peu un rapport à l'officialité et j'avais du plaisir. Ils me considéraient, les gens me considéraient, c'était assez agréable. J'ai appris beaucoup de choses. Suffisamment, en tout cas, pour lancer sa première émission de télévision à l'enseigne de L'Aimant Bleu, à l'âge où d'autres cherchent encore leur voix. Ginny Vachaud devient son terrain de jeu, et petit à petit, c'est dans d'autres sphères de la chaîne qu'il exerce et entraîne son amour des mots et de la formule. Delphine, elle envoie à midi ses lancements, mais elle sort ses sujets. Je suis très attentif à la précision et au sens des mots aussi. De ne pas dire n'importe quoi, et puis de ne pas être finalement dans l'expression toute faite, mais de choisir pour chaque situation le mot adéquat. On essaie de sublimer aussi le travail, on essaie de non seulement de donner une information, mais de faire en sorte que cette information elle soit belle à entendre, ou en tout cas que les mots chantent bien, que les gens aient envie d'entendre notre phrase jusqu'au bout, et envie de regarder le sujet préparé par les journalistes. Bonsoir monsieur le conseiller d'État. Bonsoir. On parlait ce week-end d'un boom de la vaccination. Est-ce que cet appétit pour le vaccin se confirme en milieu de semaine ? J'ai l'impression que ça marche, quoi, que ça vient tout seul, que j'arrive toujours à m'en sortir avec une pirouette, même si les mots ne me viennent pas. Je sais pas, je sens que ça marche. Donc ça, je pense qu'il y a une part qui est innée. La part qui s'acquiert, c'est une part qui est plus sur à mon avis, la nuance, sur le choix des mots, sur la compréhension aussi de certains sujets. Et puis tout ça permet ensuite de nourrir les mots qu'on va utiliser pour parler de certaines choses. Je pensais qu'on allait manger... Est-ce que le bagou à lui tout seul peut faire que ça marche, tout comme un bon usage des mots? Et si ça tenait aussi à autre chose, comme le charme, un certain magnétisme et le charisme dans tout ça?
Pour le savoir, nous nous sommes rendus à la Fondation Partage, la banque alimentaire genevoise, le décor idéal pour y réaliser notre expérience. Celle-ci s'inspire d'une recherche faite en 2013 par une équipe de scientifiques lors d'une campagne de récolte de fonds à l'hôpital de Birmingham, en Angleterre. Ils ont voulu mesurer l'impact du charisme sur l'efficacité organisationnelle. Pour la reproduire, nous avons sollicité le comédien Mauro Bellucci, qui jouera le rôle de Stéphane, en charge de la communication chez Partage. Il est coaché par John Antonakis, notre expert en leadership charismatique. Venez, on va aller par là. Le but de l'exercice, inviter 2 groupes de cobayes à réaliser une activité, les soumettre à 2 discours différents afin de mesurer à notre échelle l'influence que pourrait avoir le charisme sur leur productivité. Stéphane, on est arrivé. Pour ce premier groupe, notre comédien jouera le rôle d'un leader charismatique dans un discours qui l'est tout autant. Chaque phrase, chaque mot ayant été validé par notre expert. Alors voilà, comme je vous disais, Fondation Partage. Vous avez devant vous des timbres et des enveloppes, donc vous imaginez ce qu'on va vous demander de faire. Et je vous laisse avec Stéphane, qui est le responsable de la communication de la Fondation Partage. Il va vous donner un peu le contexte. À tout à l'heure. Vous allez aider la Fondation Partage à accomplir une mission, mais une mission noble. Chaque enveloppe est l'occasion d'offrir un repas à une famille. Ça me fait penser à une très jolie histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui est sur une plage et qui ramasse des étoiles de mer qui sont échouées sur la plage et qui les remet à l'eau. Et à ce moment-là, un homme arrive et lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ? Il y en a des dizaines de milliers qui sont échoués sur la plage. Tu ne pourras jamais toutes les sauver. Ça ne fera aucune différence. » Alors la petite fille prend une étoile, la remet à l'eau et dit « Pour celle-ci, j'ai fait une différence. » Pour être charismatique, il faut vraiment avoir une vision. Donc, on doit déclencher une imagerie quelque part parce que c'est ça qui aide à ne pas oublier le message et de mieux comprendre ce que la personne dit. Donc, par le biais d'une influence symbolique, on s'identifie mieux avec le leader, on se rappelle mieux le message, on comprend mieux le message, on est beaucoup plus motivé. Comme chaque étoile de mer, chaque lettre est importante. Chaque fois que vous timbrerez une enveloppe, vous aiderez une personne dans le besoin. Pendant 30 minutes, nous allons observer nos volontaires dans l'exercice de cette tâche et mesurer leur efficacité. Sachant qu'ils pensent, de leur côté, qu'ils y occuperont 4 heures de leur temps, ce qui n'a pas l'air pourtant de freiner leur élan. Il y avait l'histoire de chaque famille qui pouvait être aidée avec un seul timbre collé sur une enveloppe, ce qui fait que collectivement, on a tous joué le jeu. J'ai plusieurs fois pensé à cette petite fille qui ramassait les étoiles en collant ses timbres. J'aime bien ces petites histoires comme ça. Donc ça m'a parlé. Après, est-ce que ça a eu vraiment un impact? Oui, peut-être. Le charisme, c'est un signal qui donne de l'information concernant nos capacités. Et ce signal est basé sur 3 choses. C'est les valeurs que le leader essaie de défendre. Deuxièmement, c'est au niveau symbolique. Qu'est-ce que le leader symbolise et quelle est la vision et la raison d'être. Et troisièmement, c'est les émotions que le leader montre, donc sa conviction et son langage des corps qui donne en fait certains indices sur le degré dont le leader est aussi engagé dans cette mission. Venez seulement par ici, entrez. Place maintenant au 2e groupe de volontaires. Ils ont eu droit au même accueil de Luigi, vont se retrouver dans la même salle pour exécuter la même tâche. Sauf que cette fois-ci, c'est un autre rôle que va endosser notre comédien, dans un discours franchement moins charismatique, d'après les critères de notre expert. Bonjour. Alors, on vous a engagé aujourd'hui pour timbrer des enveloppes, mais d'abord, j'aimerais vous expliquer l'importance de la tâche que vous allez effectuer. Plus vous timbrerez d'enveloppes, plus la Fondation Partage pourrait remplir sa mission auprès des personnes en difficulté. Donc chaque don financier ou matériel compte. Le travail que vous allez faire maintenant, il est donc vraiment important pour venir en aide à toutes les personnes dans le besoin. Et il fera une vraie différence dans la vie de ces gens. Donc plus nous pourrons envoyer de lettres, mieux ce sera.
C'est ainsi que nous pourrons aider au mieux la Fondation Partage. Alors voilà, mettez-vous au travail et faites de votre mieux. Et merci. À la différence du premier groupe, c'est un peu à la peine que nos volontaires se mettent à la tâche. Peu d'esprit de collaboration, pas de tactique pour faire en sorte d'être plus efficient, et le rythme forcément s'en ressent. Plus on utilise ces tactiques, plus on pense que la personne a certaines capacités, parce que c'est pas facile de produire cette signal qui s'appelle le charisme. C'est pas facile de parler avec des anecdotes, des métaphores qui peuvent vraiment concrétiser un message. Donc, plus la personne est capable de le faire bien, plus on pense qu'elle a certaines caractéristiques, on peut faire confiance à elle, et c'est vraiment notre devoir de suivre ce qu'elle demande qu'on doit faire. S'il vous plaît, faites au mieux. Est-ce qu'on peut dire que Stéphane est quelqu'un de charismatique? C'est pas le mot que j'emploierais. C'est peut-être pas charismatique, mais sympathique. Je dirais que c'était un discours, on va dire, assez monotone. Enfin, il n'a pas forcément mis beaucoup de motivation dans sa voix quand il s'exprimait au début. Je sais pas, il aurait pu être un peu plus souriant et plus amical, plus chaleureux. À la fin de l'expérience, nous avons demandé à nos experts de procéder au comptage des enveloppes timbrées par nos 2 groupes de volontaires. Au final, le discours charismatique s'est révélé plus payant. 1079 enveloppes pour le premier groupe contre seulement 674 pour le second. Une productivité gonflée de 60% grâce à la seule force du discours. De quoi donner quelques idées à certains chefs d'entreprise. 326. Et au niveau politique, qu'en est-il de ceux qui nous dirigent? Maîtrisent-ils les codes? Font-ils preuve de charisme? Savent-ils trouver les mots justes pour atteindre le public que nous sommes? Chères concitoyennes, chers concitoyens. Nous retrouvons John Antonakis et son assistante Tiffany Crucci à Lausanne, à la faculté des HEC, pour soumettre à leur analyse quelques discours emblématiques de nos présidents. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Donc j'espère qu'elle va pouvoir faire une espèce de métaphore pour expliquer qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, parce que je suis un peu perdu jusqu'à maintenant. Nous avons aussi d'autres souhaits. Avoir du succès dans notre vie professionnelle, faire de bonnes notes à l'école, et puis nous espérons très fort qu'il y aura encore notre pain préféré à la boulangerie, même quand nous arrivons juste avant la fermeture. Et donc, elle essaie de faire des parallèles entre cette boulangerie et la vie, mais c'est un peu perdu, donc c'est pas vraiment très fort comme métaphore. Non, c'est pas très fort. Ok. J'aime bien le 1er août. C'est une journée propice à la réflexion. C'est intéressant, il a une petite drapeau suisse ici. Nous savons toutes et tous à quelle vitesse un héritage peut être dilapidé. Là, sentiment du collectif et métaphore. Oui. Ok. Mais quand même, ça a beaucoup de Non, c'est pas énorme. Oui, c'est aussi très mou. À nous de le préserver. Nous avons reçu le modèle suisse en héritage de nos ancêtres. Je pense que ça reflète un peu la culture suisse. Donc, on n'aime pas trop des étincelles, des éclats. Donc, je pense qu'un leader doit être un petit peu plus animé qu'une personne moyenne dans la population, mais pas trop, parce qu'après, ça passe pas bien. Et une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a vu le rapport de verbal-non-verbal. Vraiment, la taille du gâteau, c'est le verbal. Le glaçage, c'est le non-verbal, mais on ne peut pas juste servir du glaçage. Afin d'évaluer la qualité d'un discours, John Antonakis a mis au point un outil capable de mesurer le charisme dont un orateur fait preuve, le charismomètre. Il permet de recenser le nombre d'occurrences de 3 éléments essentiels au leadership charismatique, à savoir le cadre, la substance et enfin le non-verbal. Chères concitoyennes, chers concitoyens. Vous faites peut-être la même réflexion que moi. Nous avons de la chance de pouvoir vivre ici, en Suisse. Il est assez relâché, lui. Hein? Mm-hmm. Oui.
Il est très à l'aise. Est-ce que je pourrais encore recevoir les soins médicaux dont j'aurais besoin? Et quand il pose la question aussi, je pense que tu vois ça dans sa tête, mais est-ce que... Donc on voit que il sent ce qu'il dit, c'est pas stérile, quoi. Ouais, il est plus impliqué dans ce qu'il dit. Ouais, absolument. Il termine avec une liste. Ok, ça c'était très bien en fait. Hein? Excellent. On a trouvé beaucoup de tactiques dans ce discours. Bien sûr. Le verdict du charismomètre est sans appel. Mesdames et messieurs, c'est Alain Berset qui remporte la palme haut la main. Louis de Saussure, c'est quoi le charisme pour vous? Est-ce que, par exemple, un Alain Berset aurait plus de charisme qu'un Guy Parmelin? Bon, le charisme, c'est un sentiment que l'on a face à un individu. Il inspire confiance. Il inspire une forme de confiance. Une confiance en sa compétence, on pense qu'il est compétent, et dans sa bienveillance, on pense qu'au fond, il nous veut du bien. Et ça va dépendre évidemment des milieux sociaux, hein, du contexte en réalité. C'est difficile de dire qu'Alain Berset est plus charismatique que Parmelin. Ils le sont chacun dans une espèce de zone de la société, si vous voulez. Hein. On peut très bien imaginer que Parmelin suscite cet effet d'adhésion dans des milieux qui ont plutôt des tendances conservatrices, dans lesquels il va représenter quelque chose qui ressemble à un protecteur, une solution. Et qu'au contraire, Berset va avoir cet effet-là, mais dans des milieux qui sont plus urbains, plus à gauche, plus progressistes, je ne sais pas. Et c'est quoi en fait la nuance entre quelqu'un qui persuade et quelqu'un qui manipule? Alors, quelqu'un qui persuade peut le faire en toute ouverture, si vous voulez, en toute clarté et de tout à fait bonne foi et en transparence. Donc, je peux par exemple vous dire, je vais essayer de vous persuader que quelque chose, et puis je vous raconte mes arguments. Mais la manipulation, c'est une forme de persuasion, si vous voulez, mais qui est inavouable. Donc, qui prive toujours l'interlocuteur ou l'audience de sa véritable liberté de choix, tout en ne la rendant pas consciente qu'elle est privée de cette liberté de choix. En fait, le but n'est pas déclaré, si je comprends bien, de Exactement. la manipulation. C'est ça, c'est une façon traditionnelle de définir la manipulation, si je puis dire. Louis de Saussure, merci. Avec plaisir. Pour toucher leur public et faire passer leur message, certains ou certaines font appel au ressort poétique des mots, à la musicalité de la langue. Dans ce cas de figure, on convainc non pas avec la raison, mais avec les sentiments. C'est le cas notamment du monde de la musique. Ici, les mots ne sont pas seulement dits, ils sont chantés, rythmés, scandés, slamés. Regardez. Depuis son adolescence, Jonas Brulart n'a cessé de jouer avec les mots. Nourri de IAM et de MC Solar, le rap est devenu alors assez naturellement le vecteur des paroles qu'il se devait d'exprimer. Car c'est dans cette musicalité qu'elles semblaient les plus justes. Vous vous foutez de moi, à coup d'où tu fous tes doigts, dites-moi, plutôt vos folies et rêves, vos doutes et foi. Je repense à toutes les fois où l'on me disait t'es fou d'être toi. Pour moi, ce qui est intéressant avec les mots, et les textes et les chansons, c'est de mettre un peu de lumière dans des zones d'obscurité qu'on a tous et de réveiller ça. Hier, ils ont inauguré un centre commercial sur nos territoires, sur nos mers abyssales. Aujourd'hui, je me demande où jouer, quand les enseignes cherchent à nous amadouer. Mais il y avait d'autres plans pour le pays de Peter Pan, les dents des pelles mécaniques avaient l'air bien à cran. Je me mets à nu, et en fait, on prend le risque, on va poser cette carapace, et puis tout d'un coup, on se sent plus léger, donc c'est libérateur. Le rapport aux mots comme une nécessité, pour transmettre une émotion, pour faire passer un message, engagé le plus souvent, et au-delà de ça pour inviter ses auditeurs à explorer parfois des terrains méconnus. Comme Géronimo, lorsque je suis exténué, j'offre mes textes aux nuées, des silences trop lourds à tuer par des bombes sous forme de buée. Des gens qui me disent ouais, j'ai vécu 2 années hyper dures, tel morceau m'a accompagné, ou il y a un morceau sur le deuil, quelqu'un qui me dit je suis à un âge où je sais que je peux perdre mes parents et je sais ce que je vais écouter. En fait, ce qu'on dit, ça impacte. Petit carré, remède à la déprime, dit-on. Y a comme une fausse note cachée dans les demi-tons, dans les milliers de tonnes. Derrière les milliards, des mômes privés d'avenir, petit carré corbillard. Ne venez pas me dire que l'on fait ce qu'on peut, mesdames, messieurs les pilleurs, pour qui l'humain compte peu. Des chiffres et des aides consomment, le but du jeu, que le compte soit bon, qu'on amasse des sommes. Je viens du pays où naissent les... Quand je suis sur scène et quand je balance cette phrase,
Je viens du pays où naissent les gens riches et polis mais dont le cœur a caillé. J'en étais assez content. Parce que elle dénonce en glissant dans un langage des oiseaux certaines firmes qui font l'orgueil de la Suisse et qui pour moi sont une grande honte. Petit carré à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup, une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, tu pourrais demander pardon. Le fait de faire un morceau avec une mélodie qui touche, avec une manière d'agencer les mots, d'une manière poétique, jouer avec ses rimes, avec ses sons, avec toutes les images, mélanger ces différents univers, donner un peu de peps qui peut toucher les gens sur une autre profondeur. Et pour moi, ça me paraît important. Waouh!